16 juillet 1976, la salle des coffres de la Société Générale de Nice est retrouvée vidée. 200 coffres de la Société Générale ont été forcés au chalumeau. Pour un butin d'une valeur de 30 millions d'euros actuels. Butin, près de 50 millions de francs. 5 milliards anciens avaient été dérobés dans la salle des coffres de la banque de la Société Générale à Nice. Mais quel génie a bien pu réussir à s'introduire dans cette forteresse entourée de murs de plus d'1,80 m de large? Et surtout, comment a-t-il fait? Au mur, on retrouve un simple message qui semble narguer les policiers. Ni armes, ni violence et sans haine. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle du casse du siècle, orchestré par un homme, Albert Spaggiari. Il y a quelque temps, on a reçu en interview un ancien bandit qui s'était inspiré de cette affaire pour réaliser son casse du siècle à lui. Spaggiari. Ouais. Spaggiari. Alors, bon, lui, tu dois connaître un peu par cœur son Ils m'ont histoire. comparé à lui, ils m'ont comparé à Spaggiari quand j'ai creusé le tunnel, moi aussi. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en reparler parce que l'histoire que je vais vous raconter est tout simplement folle. Nuggets. N'hésitez pas à vous abonner si le format vous plaît, ça nous aide énormément. On est aussi dispo en podcast audio sur toutes les plateformes. Avant de parler du casse, parlons de l'homme qui l'incarne, Albert Spaggiari. Il est né en 1932 dans les Hautes-Alpes, en région PACA. Précisément à Laragne-Montéglin, si vous voulez y aller un jour, mais bon, je sais pas si c'est d'une grande utilité. Il est né dans une famille d'origine italienne. Élevé par sa mère seule, il est mis de côté par ses camarades de classe qui se moquent de lui et l'appellent Bébert Spaghetti. À 12 ans déjà, je commençais à penser à celui-là, le trésor. À 17 ans, il s'engage dans l'armée chez les parachutistes et part pour l'Indochine qui est alors en guerre. C'est dans ces années qu'il commet un premier méfait assez étonnant. Alors qu'il est au Vietnam, il braque la caisse d'un bordel, d'une maison close si vous voulez. Alors ça sort complètement de nulle part, je suis d'accord, et on est en droit de se demander mais pourquoi il fait ça? Eh bien c'est parce qu'apparemment les tenanciers de la maison close se seraient mal comportés avec ses camarades parachutistes, et Albert aurait voulu les venger. En conséquence, en 1954, il est condamné à 5 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour en Indochine. Il rejoint Marseille et sa prison des Baumettes. Pendant son séjour carcéral, il prend des cours de chaudronnerie et de soudure. Le côté travaux, ça vous paraît peut-être anecdotique maintenant, mais il va prendre tout son sens dans la suite de la vidéo. Déjà parce qu'en prison, c'est bien de travailler, ça peut permettre un aménagement de peine, de sortir un peu plus tôt, et aussi parce que Albert va apprendre des connaissances pratiques qui lui seront pour le coup très pratiques pour le casse. Spaggiari sort de prison plus tôt que prévu et il semble se remettre dans le droit chemin puisqu'il va se marier et commencer à travailler. Enfin, le droit chemin. On pourrait se dire qu'il retourne dans le droit chemin. Mais le petit détail, c'est que son travail, c'est de travailler pour une compagnie de coffres-forts. Donc le gars passe littéralement ses journées à ouvrir des coffres à la perceuse et au chalumeau pour les clients qui ont perdu les clés. Spaggiari rejoint ensuite l'OAS, une organisation terroriste d'extrême droite. À ce moment-là, il repart pour 4 ans de prison, notamment parce qu'il stocke illégalement des armes. Sorti de prison, il prend un virage étonnant. Il devient photographe, notamment pour des mariages, et bosse donc beaucoup avec la mairie de Nice de l'époque. Il commence à se faire pas mal de contacts. Mais notre Albert a un souci. Maintenant que sa vie est paisible, qu'il travaille en tant que photographe, tout ça, il s'ennuie. Et là, les étoiles s'alignent. D'un côté, il lit un livre qui relate l'histoire d'un cambriolage de banque effectué en passant par les égouts. Ce livre, c'est Tous à l'égout de Robert Pollock. De l'autre, un ami conseiller municipal à Nice et employé à la Société Générale lui apprend que la salle des coffres de l'agence de Nice est dépourvue de système d'alarme. Ces murs en béton d'1,80 m d'épaisseur étant censés être suffisamment protecteurs. Tu te doutes bien, ce sera pas le cas. Dans la tête d'Albert, ça fait bingo. Pas d'alarme, juste un mur. Albert a une expérience dans les coffres-forts, il a appris la soudure, la chaudronnerie, il est plutôt manuel. C'est parti. Il se met en tête de cambrioler la Société Générale de Nice par les égouts. Albert a déjà son casse en tête et il est hyper organisé. 2 ans avant le casse, il commence à regarder si c'est bien faisable. Pour ce faire, il loue un coffre à la Société Générale et il place un réveil programmé pour sonner la nuit. Le but, c'est de tester les systèmes de détection, de voir si une alarme se déclenche en entendant du bruit, par exemple. Puis il commence aussi à parcourir les égouts pour trouver un chemin. Il forme une bande avec une dizaine d'autres gangsters et commence à creuser dans les égouts. C'est un travail de titan qui les attend. Ils font des allers-retours pendant des mois sur 3 km dans les égouts. L'odeur, je préfère pas imaginer, et le tout avec 50 kg de matériel pour forer, creuser, etc. Au final, c'est un tunnel de 8 mètres qu'ils vont creuser à même la pierre. Au bout du tunnel, ils atteignent enfin le fameux mur d'1,80 m de large, qu'ils transpercent également pendant de longues heures de travail. Et puis un beau jour, après tous ces efforts, toutes ces galères dans les égouts, ça y est, ils y sont. Nous sommes un vendredi de juillet 1976 et nos compères sont dans la salle des coffres.
Et puis comme on est vendredi soir, ils vont avoir cette pièce remplie d'argent comme terrain de jeu pour tout le week-end, avant que les employés de banque reviennent le lundi. Tout au long du week-end, c'est 371 coffres sur 4000 qu'ils ouvrent pour une somme de plus de 50 millions d'euros. Et pour vous dire à quel point Spaggiari est détente, dites-vous que le samedi, il ressort pour aller dîner avec une amie avant de revenir les bras chargés de vin et de pâté pour sa team. C'est complètement fou. Ils finissent par partir dans la nuit du dimanche vers 2h du matin après l'annonce de fortes pluies en inscrivant sur un mur « Ni armes, ni violence et sans haine ». Bah oui, la pluie, les égouts, tout ça, ils n'avaient pas forcément envie de se retrouver à nager avec tous ces billets. Surtout que c'est quand même 60 sacs remplis d'argent qu'ils doivent sortir de là. Donc un bon nombre d'allers-retours. Le lundi matin, quand la police découvre les coffres vidés, ils attaquent l'enquête. Spaggiari, lui de son côté, il s'envole pour les États-Unis pour aller claquer son argent à Las Vegas. Et ce qui est étonnant, c'est que pour un mec qui vient de commettre le casse du siècle, il est pas du tout discret. Et alors là, accrochez-vous, mais en fait, il va carrément aller avouer être le cerveau du casse du siècle auprès de la CIA. Pourquoi ? Pour être recruté. Genre, regardez-moi, je suis un génie des cambriolages, je viens de faire le casse du siècle, je pourrais vous aider, vous pourriez peut-être me proposer un emploi ? Bon, je vous rassure, la CIA ne l'embauche pas, mais il y a quand même un petit doute sur cet hurluberlu qui vient de leur balancer une info de dingue, donc ils vont relayer l'information à la France qui lance enfin une enquête sur Spaggiari. Et là, il se passe quelque chose d'assez étrange. En fait, la police française ne croit absolument pas en la culpabilité d'Albert Spaggiari. Ils se doutent qu'il est mouillé dans l'affaire puisqu'il a quand même énormément d'informations, mais pour eux, c'est impossible que ce mec soit à l'origine du cambriolage. Il peut pas être la tête pensante du groupe. Surtout que parmi ses complices, on compterait des bandits assez rodés, notamment des membres de la French Connection. La French Connection, c'est une très grande mafia marseillaise tenue par l'emblématique Tani Zampa qui a sévi dans les années 70. Donc bon, à côté de ces gars, Spaggiari, c'est n'importe quoi. Les complices de Spagg se font arrêter et sont unanimes. C'est Albert qui a tout manigancé. Tout le monde le balance, c'est son coup, c'est lui la tête. Mais la police est formelle. Ils pensent que Spaggiari est incapable de commanditer un tel casse. Pendant ce temps-là, Spaggiari, lui, fanfaronne. Il est nommé le Arsène Lupin des années 70 et apprécie cette notoriété. Cette image de bandit gentleman, il en joue énormément. Bord du Dom Pérignon, avec les plus belles filles du monde, c'est dans les plus beaux coins du monde. Et puis de voyager les plus beaux coins du monde, voilà, mes projets immédiats. Il finira quand même par se faire arrêter et on retrouve de l'argent chez lui. Donc là, les preuves sont accablantes. Il finit par avouer encore une fois aux policiers d'être le cerveau, et cette fois, l'argent retrouvé, etc., les policiers sont formels, il est coupable. Spaggiari doit désormais être condamné à de la prison. Albert Spaggiari aime le show, il aime les rebondissements, il aime pas quand tout est écrit d'avance, et il va réussir l'impossible, s'évader du palais de justice le jour de son jugement. Alors qu'il était dans les bureaux du juge d'instruction que Spaggiari, ancien parachutiste, a brusquement effectué un saut de 7 mètres sur le toit de cette voiture. Et puis à la fenêtre, nous avons vu une moto qui s'enfuyait avec Spaggiari à l'arrière, qui s'est tournée vers nous, apparemment indemne, avec un sourire et en faisant au revoir de la main. Encore une fois, Spaggiari, le photographe niçois, vient d'organiser un coup de maître que peu de bandits auraient réussi à faire. Apparemment, il aurait même envoyé un chèque au proprio de la voiture pour qu'il puisse payer les réparations. Gentleman quand même. Albert Spaggiari ne sera jamais rattrapé. Il passera 12 ans en cavale à voyager, en faisant aussi appel à la chirurgie esthétique pour changer de visage. Et en 1989, il mourra d'un cancer apparemment ruiné car il avait écoulé tout son argent. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Beaucoup disent encore que Spaggiari n'était pas le cerveau et qu'il s'agissait d'autres bandits plus rodés. Albert aurait alors été l'accusé idéal pour aider les bandits à passer entre les mailles du filet pendant que lui était heureux de briller et de devenir célèbre. D'autres diront plus tard qu'il était bel et bien le cerveau de l'opération et que son personnage de showman appréciait la lumière. Une autre théorie que j'apprécie, c'est que Albert Spaggiari aurait tout simplement fait exprès depuis le début de faire l'idiot, justement pour que la police ne le soupçonne pas d'être la tête pensante. C'est vrai que si on réfléchit bien, il est passé pour l'abruti qui voulait briller pendant très longtemps et ça lui a permis de s'en sortir au début. C'est pas sans rappeler plusieurs cas similaires. Côté fiction, on a notamment le film Usual Suspects, où, spoiler, le coupable se fait passer pour quelqu'un de faible, de peu intelligent, incapable d'agir. Plus récemment, on a aussi eu le cas de Marco Mouli, auteur d'un autre casse du siècle, l'arnaque au carbone, qui scande partout dans les médias qu'il ne sait pas lire ni écrire et qu'à aucun moment il ne comprenait vraiment ce qu'il se passait. Comme quoi, jouer l'idiot, ça peut aussi vous sauver. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des théories. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Spaggiari, cerveau de l'opération ou juste un abruti qui voulait prendre la lumière? Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et à nous dire en commentaire quelles histoires vous voudriez voir.
On est aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes. À bientôt sur Nuggets.